Merci madame la députée. La parole est à monsieur Gilles Lurton pour le groupe Les Républicains. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Merci madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous sommes réunis ce soir pour examiner en deuxième lecture une proposition de loi sur l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique. Ce texte constitue la concrétisation des 40 mesures proposées par le comité de suivi de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, un texte que nous ne réfutons pas d'emblée en ce qu'il offre aux élus du littoral des outils dont ils peuvent se saisir s'ils le souhaitent pour prévenir les dangers de l'érosion du trait de côte. Mais si nous ne le réfutons pas d'emblée, nous ne souhaitons pas cependant qu'il devienne une réglementation supplémentaire empilée sur le haut de la masse des contraintes qui s'appliquent aux élus du littoral et qui les empêchent de développer leur territoire. Si nous ne le réfutons pas, nous savons aussi qu'il soulève de multiples inquiétudes et risque malheureusement d'être l'occasion manquée de résoudre un certain nombre de difficultés auxquelles se trouvent confrontés depuis des années les élus du littoral. C'est ce dont je voudrais parvenir à vous persuader au cours de cette lecture, en étant également, madame la rapporteure, très directe et désireux que soit respectée la capacité d'expression de cette Assemblée. Je suis un élu du littoral, d'une partie exceptionnelle de notre littoral qui va du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Briac-sur-Mer, en passant par Cancale, Saint-Malo et Dinard. En tant qu'élu du littoral, je constate l'évidence. Le recul du trait de côte devient un véritable risque naturel qui manifestement doit faire l'objet de protection, d'autant plus que l'élévation du niveau de la mer risque d'exposer davantage nos territoires au risque de submersion marine et d'érosion côtière. Ça a été très bien rappelé par notre collègue. Nous devons aujourd'hui anticiper les conséquences de ces phénomènes sur un littoral de plus de 11 millions de kilomètres carrés qui constitue un atout exceptionnel de notre pays. Un atout, mais aussi une très grande richesse que nous avons su jusqu'à présent protéger grâce à la loi littorale de 1986. Les travaux du rapporteur de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable au Sénat, Michel Vaspart, vont dans ce sens et je tiens à saluer le travail qu'il a produit. Il se trouve que son territoire touche le mien et que, comme moi, élu des bords de Rance, Michel Vaspart a su faire preuve d'un certain pragmatisme pour répondre aux interrogations qui lui sont soumises au quotidien sur le terrain par les élus locaux. Notre rôle n'est-il pas de faire évoluer la loi pour répondre aux aspirations des citoyens de notre pays? Notre rôle n'est-il pas de trouver les meilleures solutions aux difficultés auxquelles sont confrontés nos concitoyens? C'est en tout cas ce qui m'anime quand, en première lecture, je propose un amendement visant à modifier la loi littorale pour répondre aux difficultés des acteurs locaux et proposer l'ajout d'un article qui, quelques jours plus tard, sera repris en termes quasiment identiques par le Sénat. Madame la ministre, madame la rapporteure, vous avez balayé d'un revers de la main ma proposition, estimant que cette proposition de loi, et vous l'avez confirmé ce soir, sur le trait de côte n'était pas un véhicule législatif susceptible de modifier la loi littorale. Vous m'avez cependant reconnu, madame la ministre, une certaine ténacité et je tiens à vous remercier de l'esprit d'ouverture dont vous avez fait preuve au cours des débats du Sénat en acceptant finalement que nous puissions enfin débattre des problèmes posés par l'application stricte de la loi littorale. La version adoptée par le Sénat a introduit, avec l'article 9A, quelques dérogations à la règle d'urbanisation en continuité afin de permettre le recul stratégique des activités en autorisant notamment l'urbanisation des dents creuses dans les hameaux, la création de zones d'activité résilientes temporaires, les ZART, ou encore le recul des installations agricoles, forestières et de culture marine. Cet article 9A, introduit par le Sénat, permet aussi la construction d'annexes de taille limitée, comme c'est d'ailleurs ce qui a été prévu dans l'article 20A de la loi Montagne, vous le votez il y a quelques jours à la quasi-unanimité de notre Assemblée. Enfin, cet article 9A, dans sa rédaction issue du Sénat, prévoyait la création de zones d'activité économique dans les conditions définies par voie réglementaire. Cet article, adopté par le Sénat, me convenait parfaitement et répond pleinement aux préoccupations qui nous sont quotidiennement soumises. Il comprend, à mon avis, des garde-fous suffisants pour ne pas dégrader le littoral. Et je veux rappeler ce que vous semblez vouloir ignorer, qu'il s'applique en dehors de la bande des 100 mètres,
en dehors des espaces proches du rivage, en dehors des espaces remarquables et en dehors des coupures d'urbanisation. En bref, il ne s'applique que dans les espaces soumis à la loi littorale et pour lesquels il n'existe aucune covisibilité avec le littoral. La Commission du développement durable de l'Assemblée nationale, sur votre proposition, Madame la rapporteure, a adopté un nouvel amendement modifiant l'article 9A. Je vous remercie également de l'esprit d'ouverture dont vous avez su faire preuve en acceptant d'étudier au moins le problème qui nous est soumis, et je suis heureux de constater que mes interventions répétées depuis le début de ce quinquennat, je le revendique, portent enfin leurs fruits. Mais, Madame la rapporteure, votre amendement réduit considérablement la portée de ce qui a été adopté au Sénat et ne répond plus à mes attentes. Premièrement, dans son premier paragraphe, votre amendement conserve la possibilité de densifier les hameaux existants, mais la définition que vous nous proposez des hameaux est exprimée sous forme indirecte. La version du Sénat prévoyait, je la cite, par dérogation à l'article L. 121-8, peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage la densification de hameaux lorsqu'elle respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant. Votre version est plus complexe à assimiler, je vous cite. Toutefois, dans les hameaux existants identifiés par un plan local d'urbanisme et comprenant un nombre et une densité de construction significatifs, ces dispositions d'extension de l'urbanisation en continuité ne font pas obstacle aux opérations qui n'ont pas pour effet d'étendre, de renforcer de manière significative ou de modifier les caractéristiques du périmètre bâti. C'est la version que vous nous proposez ce soir. Donc, dans les hameaux existants, le principe de continuité de l'extension de l'urbanisation peut être contourné pour des opérations qui ne sont pas une extension de l'urbanisation. J'avoue que je ne comprends plus très bien. Tout cela me semble bien compliqué pour exprimer une idée simple. Je m'interroge sur votre objectif lorsque vous définissiez de manière si complexe ce qui aurait pu être écrit simplement à un flou jurisprudentiel qui, dans sa pratique sur le terrain, interdit toute construction nouvelle au sein des hameaux. Vous rajoutez non seulement une rédaction imprécise, et vous rajoutez une couche en renvoyant au Conseil d'État, donc au juge administratif, les définitions des hameaux existants, comprenant un nombre et une densité de construction significatifs, et du hameau nouveau intégré à l'environnement. Cela fait 30 ans, Madame la ministre, Madame la rapporteure, que les juges écrivent la loi littorale tout doucement au fil du temps à la place des élus, et nous en connaissons aujourd'hui les résultats. Par ailleurs, Madame la rapporteure, vous nous avez assuré que le contenu de ce décret en Conseil d'État serait porté à notre connaissance avant la séance publique. À ce jour, pour ma part, je n'en ai pas eu connaissance. Nous nous en remettons donc à un décret en Conseil d'État sur lequel nous ne connaissons rien. Ce n'est pas dans la nature de nos pratiques, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un texte issu de l'initiative parlementaire. Alors pourquoi ne pas laisser le législateur définir le hameau? Nous avancerions beaucoup plus vite. Le deuxième paragraphe de votre article, Madame la rapporteure, ne concerne que les relocalisations des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux activités de culture marine situées dans une zone d'activité résiliente et temporaire. Cette disposition était très attendue par de nombreux élus et je reconnais encore là votre esprit d'ouverture. Mais votre article s'arrête là sur ces deux dispositions uniquement. Il ne prévoit plus les constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines, ni l'édification d'annexes de taille limitée à proximité d'un bâtiment existant, ni la relocalisation des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux activités de culture marine, très importantes, telles qu'elles avaient été proposées par le Sénat. Vous vous contentez de restreindre ces relocalisations aux arcs. Vous nous reprochez d'aller trop loin, trop vite. Je reconnais effectivement que ça n'est pas votre cas. En commission du développement durable, j'ai pu exprimer ces quelques réserves ainsi que mon souhait de conserver la rédaction du Sénat. Les principales contradictions qui m'ont été opposées, je pense notamment aux arguments d'Arnaud Leroy, m'accusent de vouloir bétonner le littoral et d'y construire des résidences, des hôtels, mais aussi que je ne prends pas en compte les risques de submersion et d'inondation en bordure littorale. Premièrement, je pense que vous n'avez pas compris l'esprit de ces articles. Oui, il y a un recul du trait de côte et le niveau de la mer monte. Néanmoins, il existe des habitations et des activités agricoles, forestières et de culture marine sur notre littoral. Introduire ces quelques dérogations à la règle d'urbanisation en continuité doit permettre le recul stratégique des activités. Mais laissez-moi vous rassurer, mes chers collègues, avec l'ensemble des élus du littoral, nous ne voulons pas bétonner notre littoral. Nous voulons
tous préserver la loi littorale. Il faut évidemment faire très attention car les marges de manœuvre sont assez étroites, mais aujourd'hui, la jurisprudence ne s'attache qu'à la protection, ce qui conduit à tout bloquer. Un second point me laisse sceptique. Il s'agit de l'utilisation qu'il est proposé de faire du fonds de prévention des risques naturels majeurs, aussi appelé fonds Barnier, à l'article 13. Le législateur a eu tendance, depuis 2002, à lui confier systématiquement de nouvelles missions chaque année. Cependant, d'après le rapport sur l'État face à la gestion des risques naturels, feux et forêts et inondations de la Cour des comptes en 2009, cette multiplication de missions nuit à la cohérence et à la clarté de ses interventions. Et nous ne pouvons plus continuer à lui donner de nouveaux financements sans au moins prévoir des études d'impact précises sur les dépenses et les ressources à court, moyen et long terme. Je conclus, Madame la Présidente, mes chers collègues, cette proposition de loi montre des signes de bonne volonté du gouvernement et de la rapporteure, certes, mais elle ne va pas assez loin, malgré l'introduction de tous les garde-fous de protection de notre littoral, de sa biodiversité, de nos paysages, de notre environnement plus largement, mais aussi tous les garde-fous de prévention d'un urbanisme non maîtrisé. Malgré tout cela, malgré toutes ces protections et tous ces contrôles, certains estiment que nous allons trop loin, trop vite, trop fort. Ces réactions n'ont pas de fondement et montrent davantage un manque de volonté, voire peut-être un manque de confiance totale envers nos élus locaux. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains déterminera sa position de vote en fonction des discussions que nous allons avoir. Merci, monsieur.